Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier cours, a priori, dernier cours de l'année sur les séries numériques. Donc, c'est un cours très intéressant puisqu'il nous permet d'abord de revoir pas mal de choses qu'on a vues dans le chapitre précédent. C'est un chapitre d'analyse pure. Et ensuite aussi d'ouvrir la voie en fait, à ce que vous allez voir en deuxième année, puisque comme vous le verrez, en deuxième année, les séries sont omniprésentes dans les chapitres de tous ordres, en particulier le chapitre de probabilité, puisque comme vous venez de le voir dans le chapitre précédent, lorsqu'on calcule des espérances et des variances, on calcule des sommes finies. Et l'année prochaine, eh bien, vous travaillerez dans des univers infinis, donc vous aurez des séries à calculer. Alors, les séries, d'un point de vue historique, elles sont présentes depuis extrêmement longtemps. Une série, c'est juste une somme infinie. Et les sommes infinies, comme vous vous en doutez, elles sont là depuis qu'on a voulu calculer des aires, puisque j'en avais un petit peu parlé dans un chapitre précédent. Mais par exemple, Archimède, avec sa méthode d'exhaustion, enfin c'était Eudoxe plutôt, sa méthode d'exhaustion, et puis Archimède qui l'a développé et qui en particulier a permis de calculer des volumes de sphères ou des volumes de cônes. Comment il faisait? Eh bien, je vous rappelle qu'il utilisait une méthode intégrale, en fait, de calcul intégral, sans le dire, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas l'intégrale. Et donc, en fait, il faisait des sommes infinies de surfaces. Pour calculer un volume, il disait, je prends des surfaces avec des hauteurs infinitésimales et je fais la somme de tous les volumes infinitésimaux, en fait, qui s'assimilent à une surface fois un dx, un dx étant la hauteur, et je vais sommer de manière infinie tous ces volumes infinitésimaux pour obtenir le volume global, par exemple, de la sphère. Donc, quand vous prenez la sphère et que vous la coupez en tranches horizontales, vous voyez que des petits cercles. En fait, vous voyez des petits cercles et il approchait la tranche de sphère par un petit cylindre parce qu'il prenait base circulaire et puis hauteur verticale. Elle n'est pas vraiment verticale, hein, la hauteur normalement d'une sphère, parce que quand vous coupez, c'est légèrement sur la partie inférieure, vous voyez que les apothèmes sont légèrement inclinés. Donc c'était une approximation que faisait évidemment Archimède, et en fait, il faisait une sorte de méthode de rectangle en 3D. Ils se sont rendus compte pratiquement tout de suite, tous ces mathématiciens, qu'en fait les sommes infinies avaient des comportements qui étaient très difficiles à prévoir. Et on va tomber exactement dans les mêmes affres qu'Archimède. C'est-à-dire que vous allez penser des choses qui sont fausses. Pourquoi? Parce qu'on a une perception de l'infini qui est extrêmement intuitive et qui et finalement n'est pas innée. C'est-à-dire que vous ne pouvez concevoir de manière assez précise l'infini qu'à condition de l'avoir beaucoup côtoyé. Alors vous avez la chance quand même d'avoir fait des calculs de limites, donc vous commencez à comprendre en termes de croissance comparée qu'il y a une façon d'aller vers l'infini qui peut être plus ou moins rapide, comme il y a d'ailleurs une façon d'aller vers zéro qui va être plus ou moins rapide. Et c'est en fait ça qui va nous dire si une série converge ou pas. A priori, une somme infinie, évidemment, une somme infinie de 1, ça diverge. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 en nombre infini de fois, ça diverge. Donc, cette somme, a priori, elle n'a pas de valeur réelle. De la même façon que lorsque vous ajoutez des entiers successifs, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc., c'est une somme arithmétique. Vous savez que le résultat, ça va être nn plus 1 sur 2, et nn plus 1 sur 2 pour la somme des n premiers entiers, ça diverge lorsque n tend vers l'infini. Donc, il est clair que ce qu'on est en train de capter, c'est que si on veut qu'une somme converge, il ne faut pas que le terme qui soit sous la somme, il soit trop grand. Parce que s'il est au moins constant ou croissant, eh bien le problème, si la suite qui est sous la somme est croissante, strictement croissante et positive, votre somme, elle ne va pas cesser de croître et elle ne va jamais s'arrêter de croître, elle va aller vers l'infini. La première erreur qu'il ne faut pas qu'on ait dans la tête, c'est de confondre le terme qui est sous la somme avec le résultat de sa somme. Ce n'est pas pareil. Parce qu'une suite peut converger, mais sa série peut diverger. Par exemple, 1. La suite 1 converge vers 1, mais la série des 1 diverge vers plus infini. Alors là, je suis en train de vous présenter des séries les plus basiques, les plus grossières qui soient. Évidemment, les Grecs ont rapidement compris que s'ils voulaient que la somme converge, il fallait que le terme il tende vers 0. Mais ils se sont rendus compte, déjà à l'époque, que ce n'est pas parce que le terme tend vers 0 que la série converge. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est est-ce qu'elle va très vite vers 0 ou pas. Il y a une vitesse de convergence minimale à laquelle la suite doit souscrire
pour que la somme de ces termes tende vers 0. Converge, pardon, converge. Donc ça, c'est une première chose extrêmement importante et pour l'instant totalement qualitative. Donc, il va falloir qu'on mette en place des théorèmes qui vont nous permettre de savoir si une somme, une série, converge. Il va falloir mettre en place d'abord le vocabulaire, ensuite mettre en place des théorèmes généraux sur les suites séries à termes réels ou complexes. Et puis on va voir qu'on a très peu d'outils finalement, ce qu'on va faire aujourd'hui ça. On a très peu d'outils pour assurer la convergence d'une série à terme réel ou complexe. Il faut mettre ça en parallèle avec le chapitre des intégrales. Vous savez que pour calculer une intégrale, on a des outils, certes, et on en a d'ailleurs beaucoup plus pour les intégrales que pour les séries, parce que dans les intégrales, on a vraiment on peut utiliser la dérivabilité, on peut utiliser toutes les notions d'analyse. Alors que dans les séries, on peut dire que c'est de l'analyse discrète. Donc en fait, on perd toutes les notions infinitésimales a priori de dérivés, de primitives. Donc on a moins d'outils dans l'espace des séries que dans l'espace des intégrales. Et donc, on va devoir fermer un petit peu le propos jeudi. Donc, grand 2, on abordera les séries uniquement à terme positif. Et vous verrez que pour les séries à terme positif, on a plein de théorèmes, et en particulier des théorèmes, regardez, qui vont se rapprocher des théorèmes sur les intégrales. Oui, parce qu'en fait, il y a un lien entre intégrales et séries dans certaines conditions qu'on va évoquer ensemble. On mettra donc en place un nombre important de techniques pour savoir si une série à terme positif converge. Et puis enfin, on regardera le lien qui est entre grand 1 et grand 2. C'est-à-dire on verra si on peut tisser un lien entre la convergence d'une série et la convergence absolue d'une série, c'est-à-dire la série de ses valeurs absolues. Vous comprenez que la série des valeurs absolues est une série à terme positive, donc on pourra utiliser grand 2. Et on verra s'il y a un lien avec la convergence des séries dans le cas général, auquel cas on pourra répondre aux questions de grand 1. On utilisera grand 2 pour répondre aux questions de grand 1. Tout le problème de ce chapitre, c'est qu'on va souvent étudier ce qu'on appelle la nature d'une série et non pas la valeur de sa somme, parce que c'est compliqué. Comme pour une intégrale, vous verrez surtout l'année prochaine, une intégrale généralisée, une intégrale de manière générale, ça ne se calcule pas facilement. Donc souvent, on ne se pose pas spécialement la question de savoir combien vaut l'intégrale, mais est-ce que l'intégrale est finie? Et puis après, on met en place des moyens possiblement d'approximation pour essayer de voir si on peut trouver la valeur exacte de l'intégrale ou une valeur approchée. C'est pour ça qu'on insiste depuis le début de l'année, quand vous avez une fonction face à vous, de d'abord vérifier qu'elle est dérivable avant de la dériver, intégrable avant de l'intégrer. Pour les séries, ça sera est-ce que la série converge avant de éventuellement trouver sa limite. On dit sa somme. D'accord? Donc, qualitatif avant de faire du quantitatif. Alors, on va réécrire le minimum dans le cours par compétence. Donc, si vous avez le cours manuscrit tapuscrit sous les yeux, n'hésitez pas à le fléauter comme je vais faire, parce qu'il y a des mots qui sont extrêmement importants et que je vais utiliser pendant 2 semaines non-stop. Donc, il faut qu'on soit tous d'accord sur leurs exceptions. Donc, dans ce chapitre, on va donc prendre des antinaturels, une PQR, et puis on va étudier des suites à termes réels ou complexes. Je vais dire dans tout le chapitre que les suites partent de l'indice 0. Donc, je vais dire qu'elles sont toutes d'indices de 0 jusqu'à plus infini, indice donc antinaturel. Mais bien sûr, et ça aussi, ça s'est vu depuis la nuit des temps et c'est facile pour vous à le comprendre, si je fais le même chapitre mais avec des suites qui partent de l'indice N0, je ne change rien. Parce que puisque je viens de vous expliquer que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de trouver la valeur de la somme, mais trouver uniquement sa nature, c'est-à-dire est-ce qu'elle converge ou qu'elle diverge, vous vous doutez bien que les premiers termes de la somme ne vont pas influencer sur la convergence, sur la nature, puisque les premiers termes sont nombres finis. Donc, quand vous avez une somme, vous lui enlevez 10 termes, vous changez sa valeur, mais vous ne changez pas sa nature. Si la nature, c'est d'être finie, en enlevant 10 termes, vous restez fini. Si la nature, c'est d'être infini, en enlevant 10 termes, vous restez infini. Donc, c'est pour ça que pour simplifier les notations, je vais toujours partir de U0, mais évidemment, il se pourrait que les sommes ne partent pas de K égale 0, comme ici, mais de K égale N0. Ça ne changera rien à mon chapitre. Alors, le vocabulaire des séries à termes réels ou complexes, le voici.
Pour savoir si une série converge, on va devoir introduire la somme partielle de ces premiers termes. Ça s'appelle la suite des sommes partielles. Ça s'appelle la somme partielle d'ordre n, parfois on dit. Je l'utilise assez peu ce terme. En général, je dis la suite des sommes partielles. Sn, c'est donc la somme des n plus 1 ici, premier terme de UK. Et cette suite des sommes partielles, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle converge? Alors, tout de suite, je vais vous dire un petit truc qui est important, puisque Hugo m'avait posé la question la dernière fois sur des articles qu'il avait trouvés sur Internet et dont on va reparler peut-être un petit peu jeudi. Mais il existe des théories sur les sommes divergentes, sur les séries divergentes, où en fait on arrive à faire donner des valeurs complètement dingues à des séries qui a priori devaient être infinies. Vous devez connaître ça peut-être. Il y a une somme qu'on appelle la somme de Ramanujan qui est en fait 1 plus 2 plus 3 plus point 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 plus n jusqu'à l'infini, donc la somme des n premiers entiers. Il y a des façons de la faire converger vers moins 1 douzième. Alors ça c'est assez bizarre, puisque ça n'a aucun sens. On est tous d'accord que d'un point de vue arithmétique, ça n'a aucun sens. Quand vous ajoutez des termes positifs, vous obtenez un terme positif. Eh bien, la raison pour laquelle on arrive parfois à faire converger des séries vers des nombres complètement dingues, c'est qu'en fait, il faut comprendre que la suite des sommes partielles, c'est une suite de termes qu'on ajoute en partant de U0, puis après on ajoute U1, puis on ajoute U2, on ajoute U3, etc., jusqu'à UN. Et puis on fait tendre n vers l'infini. Donc on ajoute les termes, entre guillemets, de gauche à droite. Mais comme la somme des nombres est commutative, on pourrait penser que plutôt que d'ajouter U0 jusqu'à UN de gauche à droite, on pourrait très bien se dire que plutôt que d'abord faire ça, on va ajouter d'abord les termes d'un dispaire, U0, U2, U4, U6, U8, etc., jusqu'à l'infini. Puis au résultat, on ajoutera U1, U3, U5, les termes d'un indice impair. Ce qu'on appelle une extraction de suite. Eh bien, le problème, il est que comme on a une très mauvaise connaissance de l'infini, une mauvaise intuition de l'infini, on n'arrive pas à comprendre que la commutativité de la somme, donc A plus B égale B plus A, en fait, elle ne marche que pour les termes en nombre fini, une somme finie. Pour une somme finie, vous pouvez intervertir les termes autant que vous voulez, ça ne changera pas le résultat. Par contre, pour une somme infinie, ça ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle on peut faire converger des séries de manière artificielle avec n'importe quoi. C'est si on décide d'intervertir l'ordre de la sommation. Donc, en fait, il faut que je vous explique tout de suite dès le début du chapitre que quand je définis Sn comme ça, je fais une somme purement arbitraire. On somme de gauche à droite, parce qu'on lit de gauche à droite de manière arbitraire. Voilà. Et donc, partant de là, en fait, on va obtenir une notion de la convergence des séries qui va être très facile à comprendre et qui va être très simple, mais qui passe outre ce problème de la commutativité de la somme. Voilà. J'ouvre ce petit truc culturel parce que cet été, si ça vous amuse, pour regarder des tutos, ces sommes divergentes, c'est une théorie à part entière, qui est très intéressante d'ailleurs, mais qui dépasse de loin ce qu'on va faire dans ce chapitre. Alors, deuxième terme, donc à connaître parfaitement le mot somme partielle. À connaître aussi parfaitement le mot terme général. On dit souvent la suite des sommes partielles de la série de termes général UN. Je vais tout le temps dire ça. Et terme général, je vais le noter TG dans ce chapitre. En fait, la série de termes général UN, c'est quoi? C'est un terme un peu passe-partout, série de termes général UN. La question, c'est est-ce dire qu'une série converge? C'est dire que Sn converge. Donc, on dit que la série converge lorsque la suite Sn converge. Et dans ce cas-là, la série de termes général UN, on la note comme ça. Alors, attention à cette notation-là. Ce petit sigma sans rien du tout dessus. On n'y met rien dessus. Quand on n'y met rien dessus, ça veut dire ça traduit le mot la série de termes général. Ce petit sigma, il se lit série de termes général. Et en fait, on ne met rien en bas ni rien en haut pour une raison simple. C'est qu'en bas, on a dit qu'on pouvait partir de 0, de 1, de 2, de n0. Ça ne change pas la nature. Et on ne met rien en haut parce que par défaut, en haut, c'est l'infini. Puisque ça va être la limite de Sn. Donc, attention, ce petit symbole. Vous pouvez l'écrire, mais avec parcimonie, faites attention. Si vous ne savez pas trop comment l'utiliser en sup, écrivez la série de termes général UN.
Ok, ce qu'on appelle la somme de la série ou parfois la limite, ben, c'est simplement cette somme-là. Et en fait, vous voyez qu'ici, on met un plus infini. Ce plus infini veut simplement dire qu'on a fait tendre le n ici vers l'infini. Mais vous n'avez le droit d'écrire cet objet-là que si Sn converge. Sinon, cette somme n'a aucun sens. Alors que cette somme-là, sans rien dessus, ni dessous, elle a toujours un sens, même si elle est infinie. Vous comprenez? Donc ça, c'est un scalaire, il a une valeur. Ça, c'est pas un scalaire. Ça, c'est un objet abstrait, un peu au même titre quand on mettait des intégrales sans borne, vous vous rappelez? C'était pas très bien défini tout ça. Mais c'était bien pratique comme notation. Donc vous verrez que dans ce chapitre, je vais souvent écrire série des UN convergent, et je dirais à l'oral, la série de termes général UN converge. Sinon, je dirais la série de termes général UN diverge, c'est lorsque Sn diverge. Je vous ai mis dans le cours la notion de reste. Je n'en parlerai pas dans ce chapitre. Le reste d'ordre n de la série, c'est quoi? C'est la limite de sa somme lorsqu'elle est finie, moins, c'est pas la limite, excuse-moi, c'est sa somme, la somme de la série, moins la somme partielle d'ordre n. Donc c'est la somme qui va de n plus 1 jusqu'à plus l'infini. Et ce qui est sûr, c'est que si Sn converge, c'est vers S, donc ça veut dire que Rn tend vers 0. On appelle ça le reste, au même titre qu'un reste intégral. Et enfin, on dira que deux séries ont même nature si elles convergent toutes les deux ou divergent toutes les deux. Donc quand je vous dirai dans ce chapitre, étudier la nature d'une série, je vous demanderai de me dire si elles convergent ou si elles divergent. Je ne vous demanderai pas de me calculer S. Si je veux que vous calculez S, je vous le demande explicitement. Petit 2, en petit c, très simplement, on va le démontrer dans quelques minutes, un lien entre la convergence d'une série et la convergence d'une suite. Mais alors attention, il ne faut pas s'embrouiller entre les deux. Ici, vous repérez la série donc associée à une somme télescopique. Eh bien, ça équivaudra à la convergence de la suite. Ce n'est pas fondamental comme partie, mais je mets qu'on en parle. En général, ce qui se passe, c'est que dans la fin de ce chapitre, on voit si vous avez compris, si vous comprenez bien la différence entre la convergence de la suite UN et la convergence de la série UN. Alors, cette proposition 1, elle risque de vous embrouiller. Donc, pour l'instant, je passe. Ensuite, on discutera des propriétés algébriques et on expliquera qu'il y a une linéarité de la propriété de somme infinie que vous voyez aisément sur cette égalité et cette égalité-là. Mais attention, à condition que tous les objets qu'on manipule soient finis. Sinon, ce que j'écris n'a aucun sens. En particulier, lorsque vous avez deux séries divergentes et que vous les ajoutez, là, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Parce qu'il se pourrait que les infinis se compensent. Si elles divergent toutes les deux vers plus l'infini, alors là, il n'y a pas de problème. Mais s'il y en a une qui va vers plus l'infini, une qui va vers moins l'infini, ou une qui oscille et l'autre qui oscille, quand vous les ajoutez, ça peut très bien se télescoper. Voilà. Et puis, on va revenir sur ça tout à l'heure, on va le démontrer aussi. Comme les Grecs s'en sont rendus compte et comme on l'a vu tout à l'heure à l'oral un petit peu, si une série converge, alors forcément, son terme général tend vers 0. Et comme on va le voir dans des exemples, la réciproque est complètement fausse. Alors, on attaque le chapitre par compétence. Donc, on va commencer par écrire les quelques définitions essentielles. Donc, je résume au maximum ce qu'il y a sur l'autre feuille. Alors, si vous avez effectivement la feuille sous les yeux, que vous voulez, ces termes-là, vous les avez compris, ne les réécrivez pas forcément. Si vous avez besoin de les écrire, n'hésitez pas, puisqu'effectivement, ce sont des choses qu'on va écrire souvent. Donc, c'est bien que vous les ayez écrites de votre main. Alors, on commence par des généralités. Pour l'instant, je ne vais pas vous donner spécialement de techniques très très puissantes pour étudier la nature. On va bien essayer de comprendre déjà comment ça marche une série avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, une technique très particulière. Elle est très particulière, mais il faut que je commence comme ça quand même. Pour étudier la nature d'une série, c'est d'exprimer sa somme partielle. Alors, il ne faut pas rêver, ça arrivera très peu souvent. Ça arrivera très peu souvent, mais c'est par ça qu'il faut commencer, parce qu'au moins ça nous permet d'analyser les séries sympathiques, et puis de commencer à comprendre sur des exemples qu'on pourra calculer comment fonctionne une série et comment est-ce qu'on pourra dépasser nos intuitions pour créer des techniques générales.
Donc voilà, ça c'est la technique numéro 1. Lorsque je vous demande d'étudier la nature d'une série, vous pouvez envisager de trouver la valeur de la somme partielle. Mais vous, vous doutez bien que ce n'est pas courant parce que exprimer une somme, vous savez d'ores et déjà que ce n'est pas évident. Il y a très peu de sommes classiques, encore moins que d'intégrales classiques. Donc c'est très rare. Donc, on se donne une suite UN à valeur dans R ou dans C. Ici, on est vraiment dans le cas général, donc on peut très bien analyser des termes complexes. On pourra déjà donner des exemples si vous souhaitez. Et je vous rappelle que Sn, c'est donc la suite des sommes partielles. Elle est définie comme suit. Et donc, pour analyser la convergence de la série, eh bien, on essaiera de trouver la limite de Sn. Donc, remarque numéro 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nature d'une série, donc sa convergence ou sa divergence, n'est pas impactée par ces premiers termes. Par contre, la somme, oui. Donc, ça changera les calculs de S, mais ça ne changera pas l'étude de la nature. Voilà. Alors, le premier exemple qu'on peut donner, c'est lorsque UN est une suite constante et non nulle. Alors, on va se passer de calcul, on va juste bien comprendre la différence d'une suite et une série, le terme général UN. Évidemment, une série de termes constants diverge. Si le terme constant est strictement positif, elle diverge vers plus l'infini, et si la constante est négative, vers moins l'infini. Strictement négative, vers moins l'infini. Alors, pour les séries, on ne dit pas spécialement diverge vers plus l'infini ou vers moins l'infini, on dit diverge tout court. Et évidemment, comme on le voit sur cet exemple extrêmement simple, il ne faut pas confondre la nature de UN et la nature de la série de termes général UN. Ce n'est pas du tout pareil. Il y a des liens, mais vous allez voir, ce sont des liens qui sont très très fins et qu'il va falloir qu'on précise dans la suite. Alors, exemple numéro 2, je vous le laisse traiter. Donc, on va commencer par les séries les plus basiques qui soient. C'est les séries arithmétiques qui sont définies, comme vous le savez tous, par un terme général de la forme AN plus B avec A et B deux complexes. Je vous laisse, pour ce cas-là, puisqu'il est faisable, analyser, déterminer le terme général de la suite des sommes partielles. Donc, correction de l'exemple numéro 2, évidemment, on obtient ici par linéarité de la somme A sigma de k égale 0 à n dk plus B facteur de n plus 1. Et on voit ici, évidemment, que sauf si A égale B égale 0, cette suite diverge vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc, la série de termes général UN diverge. Alors, autre exemple assez simple. Évidemment, si jamais maintenant je prends non pas la somme des n, mais la somme des n carrés, la série des n carrés, la série des n cubes. Alors, vous savez qu'il y a des formules pour tout ça. Mais sauf si ça vous est demandé explicitement, si on vous demande uniquement la nature, vous concluez tout de suite. Évidemment, comme UN est toujours minoré par n, puisque n carré est minoré par n et n cube est minoré par n, puisque n est antinaturel, alors dans ce cas-là, évidemment, par minoration, la suite des sommes partielles associée à la série de termes générales n carré est minorée par la suite des sommes partielles associée à la série de termes générales n. Donc par minoration, évidemment, toutes les séries associées ici divergent. Donc ce n'est pas la peine spécialement de faire des calculs de Sn ici. Vous pouvez procéder par minoration, ça marche très bien. Ça diverge encore plus vite vers plus l'infini que la série des n. Alors, exemple numéro 4, moins facile, et là pour le coup beaucoup plus en lien avec l'histoire. Dans l'histoire, les Grecs ont très vite étudié les séries géométriques. Et les séries géométriques, par contre, elles commencent à se comporter de manière assez fine. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et nous, on va généraliser le problème à l'ensemble des nombres complexes. Donc, dans l'exemple numéro 4, je vous demande de prendre deux complexes, A et Q, et on va prendre une raison qui n'est pas égale à 1, puisque vous savez que si la raison est égale à 1, ici, on va se retrouver avec une suite constante, et suite constante, on l'a traité dans l'exemple 1. Donc, pour avoir une série géométrique non triviale, on va définir UN de la sorte, et je vous demande d'exprimer la suite des sommes partielles associées à la série de termes général UN. Donc, pour les séries géométriques de même,
de manière extrêmement simple une somme géométrique et une somme classique, donc on peut la calculer. Et on se rend compte que cette suite-là maintenant converge, et s'il y a seulement si le module de Q est strictement plus petit que 1. Et dans ce cas-là, eh bien, la limite de ce résultat-là, si c'est 0, donc on écrit que la somme des Q puissance K pour K allant de 0 à plus l'infini, c'est 1 sur 1 moins Q. Donc il faut absolument connaître cette somme par cœur, elle est classique. Vous remarquez qu'il fallait bien que Q soit différent de 1, sinon il aurait fallu que je traite un cas à part. Donc les Grecs s'en sont évidemment rendus compte. Quand vous ajoutez les 1 sur 2 puissance K, avec K allant de 0 jusqu'à plus l'infini, eh bien vous obtenez une somme finie. C'est-à-dire que 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1 16e plus 1 32e, la somme des inverses des puissances de 2 constitue une somme qui converge. Donc on dit que la série associée converge. Elle converge vers une valeur finie. Alors ça les a énormément. Vous vous doutez bien que, à une époque où les nombres avaient quand même un sens très philosophique, on était extrêmement surpris qu'une somme infinie tende vers quelque chose de fini, sachant que le 1 sur 1 moins Q, il n'est jamais atteint. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, peut-être que vous avez déjà vu sur Internet, ou je crois que je ne les ai pas mis dans la planche, mais 0,9999999999. C'est une somme infinie, ça. C'est la somme des 9 divisé par 10 puissance K. Tiens, d'ailleurs, on peut donner l'exemple, si vous voulez. On peut se le donner, celui-là. Donc, un petit exemple classique de l'application de cette théorie-là, c'est que directement, lorsque vous avez à calculer 0, une infinité de 9 après la virgule, vous l'exprimez comme une somme infinie. En toute rigueur, il faudrait, si ce n'était pas une somme classique, il faudrait que vous démontriez d'abord la nature. Vous n'avez pas le droit, a priori, d'écrire cet objet tant que vous n'avez pas dit qu'il était fini, cette somme infinie-là. Mais ici, comme on vient de le faire, et comme c'est une somme classique, vous avez le droit de le faire sans justification. Et donc, factorisé par 9, vous obtenez effectivement une suite géométrique ici de raison 1 dixième, et vous obtenez 1. Donc, c'est une preuve assez sympathique et assez rapide du fait que 0, infinité de 9 est égal au nombre 1. Voilà. Monsieur? Oui, une question? Oui, mais je n'arrive pas à 1, mais je suis peut-être juste très mauvais en calcul mental. Non, pas du tout, c'est parce qu'on a oublié le premier terme. Merci beaucoup. Non, c'est juste qu'on a oublié le premier terme. C'est combien le premier terme? C'est 9 dixièmes. Oui. Alors, ici, 1 dixième, puisque j'avais factorisé par 9. Mais vous vous rappelez que la somme des termes d'une suite géométrique, c'est premier terme, facteur de 1 moins Q. Donc ici, le petit piège dans lequel je suis tombé, parce qu'on n'a pas bien, on est allé un peu vite, c'est que le K, il ne part pas à 0, il part à 1. Et ça fait bien 1. On est d'accord, Simon? D'accord, merci. Là, c'est bon. Merci pour ta remarque. Voilà. Alors, donc l'exemple numéro 5, on analyse une série télescopique, donc associée au terme général 1 sur nn plus 1. Vous connaissez cette technique-là qui consiste à écrire que 1 sur kk plus 1, c'est 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc, je rappelle pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ça que donc, cette technique s'appelle la décomposition en éléments simples. Et ça peut se faire de manière extrêmement rapide parce que extrêmement souvent, lorsque vous avez un polynôme factorisé au dénominateur, un polynôme de degré 2 unitaire factorisé au dénominateur, eh bien, vous pouvez toujours tester la soustraction entre les deux fractions 1 sur le premier facteur moins 1 sur le deuxième facteur. Et puis après, vous mettez au même dénominateur dans votre tête et vous vérifiez s'il y a un facteur multiplicatif à ajuster. Ici, d'accord, si on met au même dénominateur de tête, ça donne k plus 1 moins k, ça fait 1, c'est bon. On a automatiquement le numérateur. Si vous n'obtenez pas 1, ce n'est pas grave. Si vous obtenez 2, 3 ou autre chose, eh bien vous pouvez vous débrouiller en factorisant par 1 sur lambda, où lambda est le coefficient que vous aurez obtenu au numérateur, en mettant au même dénominateur. Ici, on obtient une somme télescopique 1 moins 1 sur n plus 1, et évidemment, donc on a une série convergente, et sa somme vaut 1. Ici, c'est un k égale 1, évidemment. Puisque pour k égale 0, c'est un n égale 1. n égale 1. D'accord?
Alors, proposition numéro 1, extrêmement classique. On l'a cité tout à l'heure, on va la démontrer tout de suite, parce que c'est très simple. On peut le voir comme un exemple, hein, si vous voulez. On l'utilise assez peu souvent, mais enfin, ça dépend. Il y a des sujets où il y a des théorèmes abstraits où on l'utilise, mais nous, on va très peu l'utiliser. Mais ça, on peut le voir comme un bel exercice. La série de termes généraux un plus 1 moins un converge si et seulement si la suite un converge. La preuve est donc immédiate, puisque en introduisant la suite des sommes partielles, on a dit qu'on partait par convention à k égale 0, et bien on obtient ici une somme télescopique, et cette suite converge si et seulement si un converge. On a donc bien démontré l'équivalence attendue. Ok. Alors ça, c'était la première technique, c'est la technique des sommes partielles, de calcul des sommes partielles pour obtenir la valeur, la nature et la valeur de la somme. Comme je vous l'ai dit, c'est finalement assez rare, puisqu'en fait, les trois exemples qu'on vient de voir, c'est somme arithmétique, somme géométrique, somme télescopique. Et en dehors de ça, eh bien, on n'a pas de technique générale très puissante pour calculer les sommes. Donc, il va falloir qu'on développe d'autres techniques. Alors, le grand B, c'est en repérant une somme de Taylor. Donc, effectivement, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble, et on va essayer donc de bien le retravailler pour bien comprendre. Ça nous permet de faire de bonnes révisions sur ce théorème fondamental de sup. Donc, grand B, calculer la somme d'une série en repérant une série de Taylor. Donc, voilà la technique. Je ne l'ai pas écrite dans votre cours tapuscrit, donc il faut la noter. Donc, voilà le contexte. Ceux qui ont suivi le cours sur les intégrales sont déjà un petit peu familiers avec ça, puisque la fin de notre chapitre sur les intégrales parlait justement de ça. Donc là, on y revient, on essaie de le formaliser proprement. Alors, ceux qui ne connaissent pas cette inégalité, vous pouvez l'écrire maintenant, elle est fondamentale. C'est la dernière formule de Taylor qu'on donne en première année de classe prépa. La première qu'on donne en général, c'est la formule de Taylor pour les polynômes. Celle-là n'a pas de reste. Ensuite, la formule de Taylor Young avec le petit o, donc le reste n'est pas spécifié, donc on n'est pas son expression, on peut simplement dire qu'il est négligeable devant un polynôme, ça c'est la formule de Taylor-Young. Ensuite, on précise la valeur du reste dans la formule de Taylor avec reste intégral, on explique que le petit o de Taylor-Young en fait est une intégrale, et ensuite en majorant cette intégrale, eh bien, on peut démontrer l'inégalité Taylor-Lagrange, la voici. On se place dans un voisinage de 0. Donc, je l'ai noté moins RR. Comme vous allez le voir, surtout l'année prochaine, pour les séries, très souvent, on travaille sur ce qu'on appelle un disque de convergence. Donc, quand on travaille avec des réels, le disque, c'est un intervalle. Et lorsqu'on travaille dans C, eh bien, carrément, on se retrouve avec un disque. Vous l'avez vu tout à l'heure apparaître lors des séries géométriques. Dans les séries géométriques, il avait été dit tout à l'heure qu'on ne convergeait qu'à condition que la raison soit de modules strictement plus petits que 1. Repérez que dans C, ça correspond à un disque, ça. Un disque ouvert de centre 0 et de rayon 1. Ici, on va travailler avec des réels, puisque Taylor, a priori, ça ne marche pas avec les complexes. Donc, pour la projection du disque en question, c'est un intervalle moins RR, un intervalle réel, que j'appelle un voisinage de 0. Je vais me donner une fonction qui est de classe C infinie sur ce voisinage, au voisinage de 0, donc, à valeur dans R. Et on va prendre un x qui est dans ce voisinage. Le propos est donc de se poser la question de savoir si la partie régulière du développement limité converge dans la fonction. Voilà, regardez ce que j'ai envie d'écrire. Évidemment, on aurait vraiment envie d'écrire ça. Et d'ailleurs, Taylor l'écrivait. Taylor, quand il a énoncé sa formule, il ne l'avait pas bien démontré, il écrivait tout le temps ça. Il écrivait des sommes infinies. Mais attention, cette somme ne converge pas forcément. Donc si elle ne converge pas, écrire ça, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, c'est en écrivant ces choses qui ne veulent rien dire que parfois on aboutit à des sommes divergentes, comme dans la théorie des sommes divergentes, qui dépassent de loin notre chapitre. Donc, quand est-ce qu'on va avoir pensé utiliser la technique numéro B? Eh bien, si jamais on repère un développement limité, la partie régulière d'un développement limité dans la série qui est donnée. Donc, si UN est de la forme dérivée énième de f en 0, le 0 est mal placé, ici il est en indice, évidemment, il est sur la ligne. Donc, si la dérivée énième de f en 0 divisé par factoriel n fois x puissance n,
CUN. Donc c'est très rare hein, aussi, mais ça peut arriver. Et bien dans ce cas-là, pour étudier la convergence de la série, on peut passer par l'inégalité de Taylor-Lagrange. Je la rappelle ici pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc ici, vous avez un majorant de Lagrange qui dépend de n. Je vous rappelle que de même que pour l'inégalité des accroissements finis, vous pouvez mettre sous le sup ici un ou. C'est la force de l'inégalité des accroissements finis comme celle de l'inégalité de Taylor-Lagrange, qui d'ailleurs la généralise, hein, puisque l'inégalité des accroissements finis, c'est Taylor-Lagrange pour n égale 0. Donc ici, vous pouvez mettre un ou, donc vous pouvez traiter à la fois le voisinage droit de 0 et le voisinage gauche de 0. Alors que l'égalité de Taylor avec reste intégrale nous oblige à faire les deux cas séparément. Eh bien, si par miracle, ce terme-là est tend vers 0, c'est ce que j'écris dessous, donc si ce terme-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, x est fixé hein, dans cet exercice, alors, eh bien, on peut écrire cette égalité de Taylor qui dit que la partie régulière du développement limité, lorsque ici c'était un n, il y a des petits problèmes d'indice, excusez-moi, hein, là c'est un n, bien sûr, vous l'avez corrigé. Eh bien, cette série de termes général dérivés de f à l'ordre n en 0 fois x puissance n sur n factoriel converge à une somme qui vaut f de x. Donc, cette technique-là, on l'avait appliquée dans le précédent chapitre. Donc, je passe vite parce que tout le monde n'a pas traité ça. C'est une égalité à connaître sur le bout des doigts. Ce qu'on appelle la théorie des fonctions analytiques, c'est-à-dire c'est lorsque V vaut R. Vous êtes d'accord que R est un voisinage de 0, c'est le plus grand voisinage possible. Je vous avais démontré dans une séance précédente que si on trace la fonction exponentielle sur R et si on trace la suite des sommes partielles ici, avec n ici à la place de l'infini, et bien plus n est grand et plus la courbe du polynôme en question, elle a l'air de recouvrir la courbe de l'exponentielle. Et bien ça se démontre. Et ça se démontre comment? Ça se démontre avec l'inégalité de Taylor-Lagrange. Et on l'avait fait dans le chapitre en question pour ceux qui ont suivi une précédente séance. Donc, égalité à connaître sur le bout des doigts, pour tout réel x, eh bien, l'exponentielle, c'est la série, c'est la somme de la série de termes général x puissance k sur le facteur k. Donc ça, c'est pas le cas, ça ne marche pas pour toutes les fonctions, ça ne marche que pour certaines fonctions qu'on appelle des fonctions analytiques. Et très souvent, ça ne marche pas sur R, ça marche sur un disque ouvert de convergence, du type moins R. Et l'année prochaine, on vous expliquera comment trouver grand R. C'est la théorie des séries entières. Je vous rappelle aussi que ça marche pour cosinus et pour sinus. Ce qui, d'ailleurs, a permis au XIXe siècle de définir les fonctions cosinus et sinus comme des séries. Et c'est ça qui est assez intéressant finalement a posteriori, c'est que maintenant, grâce à ce chapitre, on peut définir les fonctions non pas par des outils différentiels. Vous savez qu'à l'exponentielle, vous vous rappelez, l'exponentielle x, c'est l'unique fonction, solution du problème de Cauchy y' égale y et y de 0 égale 1. Pour définir l'exponentielle, il semble qu'on ait besoin d'avoir la notion de dérivée. Eh bien, en fait, c'est faux. On peut s'en passer. Comment se passer de la notion de dérivée pour définir l'exponentielle? Comme ça. Par contre, il faut avoir quand même la notion de série. Donc l'un dans l'autre. Mais on passe, vous voyez, on définit une fonction continue à partir d'un procédé discret. Donc c'est génial. Mais pour démontrer ça, quand même, rappelez-vous qu'on a eu besoin d'une intégrale. L'intégrale de Taylor avec cette intégrale. Donc quelque part, on a eu besoin d'analyse. Pourquoi c'est pour sin, ça marche? Hein, on l'avait démontré dans un précédent chapitre. Par contre, ça ne marche pas pour logarithme népérien. Rappelez-vous donc que pour cette somme-là, ce terme-là, c'est la partie régulière du développement limité de ln de 1 plus x qu'on a obtenu grâce à une intégration. Bon, eh bien, le problème, c'est que le reste de Young, ou le reste intégral, ne tendent pas forcément vers 0. Ils ne tendent vers 0 qu'à condition que x soit entre moins 1 et 1. Donc le voisinage de 0 sur lequel on va avoir cette approximation, c'est moins 1, 1. Et il faut ouvrir les crochets. A priori, en moins 1 et en 1, ça ne marche pas. Pour démontrer ça, on l'avait fait dans le chapitre précédent.
sur les intégrales. Donc, en particulier, si vous remplacez x par 1 demi, si vous remplacez x par 1 tiers, 0,9, moins 0,9, ça marche. Et donc, vous obtenez des nouvelles séries classiques, des sommes classiques. Mais, et c'est l'occasion que je vous en reparle aussi, si jamais vous remplacez x par exemple par 2, si vous remplacez x par 2, vous êtes censé obtenir ln de 3. ln de 3, c'est un nombre fini. Or, comme on va le voir dans 5 minutes, si la série de termes général moins 1 puissance k moins 1 sur k fois 2 puissance k, elle diverge. C'est ça la théorie des séries divergentes. C'est qu'en fait, vous écrivez une somme infinie et vous dites qu'une égalité qui est vraie uniquement sur moins 1, vous auriez envie qu'elle soit vraie ailleurs. Et donc, vous remplacez x par une valeur interdite et vous obtenez une égalité qui est rigoureusement analytiquement fausse, mais qui ouvre le champ d'une nouvelle théorie, ce qu'on appelle la théorie des séries divergentes. Mais vous, cette année, l'année prochaine au concours, vous n'avez surtout pas le droit de l'écrire. C'est complètement faux de remplacer x par 2 dans cette expression. Des questions? Alors, après cette théorie des fonctions analytiques, on va parler donc de la troisième compétence, assez classique, assez rare aussi, puisque ça se rencontre pas souvent, à savoir de grand C, calculer la somme d'une série en utilisant les propriétés algébriques des sommes infinies. Alors, proposition 2, immédiate. On l'admet, mais elle est très facile à démontrer. Bon, il faudrait revenir par contre à la notion de limite. Donc, c'est une histoire d'epsilon, tout ça. L'application qui a une suite associe la somme de sa série. Alors là, ici, je suis allé très vite, mais cette application n'est définie que si vous prenez ici l'ensemble des suites dont les séries de termes général UN convergent. Mais je pense que tout ce qu'on fait de l'algèbre, ça leur parle, d'écrire ça de manière extrêmement compacte. Proposition numéro 2, l'application qui a une suite associe la somme de sa série est K-linéaire. Donc, vous pouvez appliquer la linéarité de la somme lorsque les sommes sont sous forme de série, même lorsque les sommes sont infinies, à condition qu'au préalable, vous ayez affirmé que les séries convergent. C'est pour ça qu'il va falloir, à partir de jeudi, qu'on se pose de grandes questions préliminaires avant de faire tout ça. Tout ça, c'est bien joli, mais encore faut-il avoir démontré d'abord que la série converge. Et pour l'instant, on a très peu d'outils. Alors, je voulais traiter avec vous l'exemple numéro 8. C'est un petit, mais une petite généralisation du développement limité. Je pense que ça va vous parler. Donc, on se donne un réel x et on se pose la question de savoir si la série de termes général x puissance 2n sur 2n factoriel converge, et si oui, pour quelle valeur de x? Donc, petite idée. Alors, pour ceux qui connaissent les fonctions hyperboliques, évidemment, la réponse est déjà toute connue. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va essayer de voir d'où ça vient, tout ce truc-là. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on voit ici une extraction d'un terme sur deux de la partie régulière du développement limité de l'exponentielle. Alors, maintenant, on se fera voir une deuxième chose. Cette extraction de la partie des termes d'indice pair de la partie régulière du développement limité de l'exponentielle, ça peut se voir comme une projection en algèbre linéaire. Je vous rappelle que toute fonction de R dans R a ce qu'on appelle une partie paire et une partie impaire. On l'avait démontré dans le chapitre le premier chapitre d'algèbre linéaire. On avait démontré que l'espace des fonctions paires et l'espace des fonctions impaires, ils sont supplémentaires dans l'ensemble des fonctions de R dans R. Ça signifie que toute fonction se décompose de manière unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. La fonction paire s'appelle la partie paire et la fonction impaire s'appelle la partie impaire. Eh bien, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Puisque quand on dit on ne garde que les termes d'indice pair de la partie régulière du développement limité de l'exponentielle, ça veut dire qu'en fait, on prend la partie paire. Autrement dit, on aurait envie de penser que la série de termes général UN, elle convergerait vers la partie paire de l'exponentielle. Et si vous vous souvenez bien, dans la démonstration d'algèbre linéaire qu'on avait faite, on avait démontré que la partie paire d'une fonction f de x, c'était f de x plus
f de moins x, le tout sur 2. Eh bien, c'est de là que viennent les fonctions hyperboliques. En fait, c'est pour ça qu'il faut connaître ces développements limités dans les deux sens. Il faut connaître des développements limités de manière particulière sur les premiers termes pour faire des petits calculs, mais aussi généraux. Parce que si vous les connaissez de manière générale, surtout l'année prochaine, vous direz « Ah, je vois ça, ça me fait penser au développement limité de l'exponentielle, mais aussi du cosinus trigonométrique, sauf qu'il n'y a pas le moins 1 puissance n. » Eh bien, c'est comme ça qu'on retient le développement limité du cosinus hyperbolique. On est entre les deux là. On n'est plus en trigonométrie, on est en géométrie hyperbolique. On vous en parlera un petit peu l'année prochaine de ça. Donc, je rappelle que la définition du cosinus hyperbolique, c'est la projection de l'exponentielle, la fonction exponentielle, sur P parallèlement à I. Ça nous permet de faire un peu d'algèbre, c'est toujours très bien ça. Vous avez le droit de le voir comme une projection géométrique. Donc, géométriquement, si on veut faire une représentation géométrique de l'algèbre linéaire, on est dans cette configuration. L'exponentielle se décompose de manière unique comme la somme d'une fonction paire et impaire. On l'appelle CH, on l'appelle SH, et le projeté de X sur P parallèlement à I, c'est CH, c'est la composante sur l'ensemble des fonctions paires. Donc CH est bien une fonction paire, évidemment, hein, ça se démontre aisément. Bon, ben maintenant on peut appliquer la linéarité, puisque on sait que l'exponentielle de X s'écrit comme cette somme infinie. Donc, si vous remplacez x par moins x, eh bien vous obtenez une autre somme infinie. Et donc, exponentielle x et exponentielle moins x peuvent s'écrire tous les deux comme des sommes infinies. Donc, allez-y, déduisez-en CH comme étant la somme d'une série. Donc, voici ce qui se passe lorsque on ajoute le développement limité de l'exponentielle de x et de l'exponentielle moins x en 0. On voit que les termes d'indice impair se simplifient, alors que les termes d'indice pair se doublent, s'ajoutent. Donc, on voit bien que pour obtenir ici la somme uniquement des termes d'indice pair, il faut tout diviser par 2, et on obtient ici bien le cosinus hyperbolique. On a donc bien ce qui est indiqué ici, à savoir que la somme de ces deux sommes, donc ici j'ai scindé en deux, dire le moins x puissance k en moins 1 puissance k x puissance k, pour bien comprendre que, puisqu'il y a un moins 1 puissance k, ça va simplifier un terme sur deux de la somme de gauche. Ce qui le voit dans le cas général, évidemment, c'est plus puissant que ce que j'affiche à l'écran. C'est QFD. Voilà. Donc on obtient bien ce que vous disiez, à savoir le développement limité du cosinus hyperbolique, mais on en parlera surtout l'année prochaine de tout ça. Cosinus hyperbolique, c'est pareil, c'est la même technique, mais avec les termes d'indice impair. D'accord? Donc il s'avère que le sinus hyperbolique et le cosinus hyperbolique sont des fonctions analytiques. Toutes les deux, effectivement, vous avez remarqué que j'ai pris un x réel quelconque. On est dans une configuration pour l'instant où je fais les choses simples. En fait, ça marche pour tout x dans R. Donc, en fait, maintenant, on a 5 fonctions analytiques. On a exp, sin, cos, sin hyperbolique, cos hyperbolique. Ok. Alors, maintenant, grand D. Alors, là, on va commencer à rentrer des choses un petit peu plus générales. Tout ce qu'on fait là est très intéressant, mais c'est très particulier à certains types de séries. Franchement, c'est pas courant que je vous donne forcément le terme général d'un développement limité. C'est pas obligé. Hein. Il y en a très peu de développements limités si vous regardez bien. Donc, comment on fait dans les autres cas? Alors, la première chose, dans le cas général, c'est d'analyser la divergence grossière d'une série. Donc, c'est l'objet du grand D. Donc, ça commence à être très important et très général. Voilà ce que dit la proposition numéro 3. On la met bien en valeur, elle est importante. À savoir que si une série converge, alors la suite UN, donc le terme général, converge vers 0. Alors le mot de divergence grossière, vous pouvez très bien comprendre le mot dans son acception littéraire, à savoir c'est grossier, quoi. Ça diverge de manière totalement peu élégante. Ce sont des questions qui en général se posent à la marge du problème. C'est les situations qui ne sont pas intéressantes. Mais identifier les situations pas intéressantes, c'est toujours hyper important parce que ça permet de savoir où est-ce qu'on va travailler pour avoir une valeur finie. Alors, vous remarquerez que c'est une implication. Et ça fait partie d'une des quelques erreurs
qu'il faut déminer dès la sup pour que quand vous arriviez en SP, vous ne les fassiez pas. Sachant que ce sont des erreurs que vous risquez de faire quoi qu'il en soit, puisque c'est là qu'on voit qu'en fait, on a tous peut-être des notions, des intuitions culturelles de l'infini qui sont assez communes. Et on a des erreurs communes, en fait, des erreurs sociétales en fait, qui circulent dans la société, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir parfois par pays, par culture, si on fait les mêmes erreurs ou pas. Et bien souvent, on ne fait pas les mêmes erreurs. Et donc, celle-là, en Occident, on la fait tout le temps. On a tendance à croire que si UN converge vers 0, alors la série converge. Eh bien, c'est faux. C'est énormément faux. On va avoir plein d'exemples à partir de jeudi. Je vais vous en montrer un tout à l'heure. Et puis jeudi, je vous en montrerai d'autres. Donc, ce qui est vrai, par contre, c'est la contraposée. Vous pouvez aussi mettre en valeur, parce qu'en général, c'est souvent celle-là qu'on utilise. Je vous rappelle, la contraposée d'une implication A implique B, c'est non B implique non A. Donc A implique B, ça équivaut à non B implique non A. Ainsi, si UN ne converge pas vers 0, alors la série diverge et on dit que la divergence est grossière. Autrement dit, dans un sujet de concours, en général, UN tend vers 0, sauf pour des cas très particuliers à la marge qu'on démine dès le départ. Mais après, UN convergera vers 0. Et donc, vous serez tenté de faire l'implication dans le mauvais sens et de dire un truc faux, à savoir que UN tend vers 0. Ah ouais, donc la série converge. Eh bien, ça sera complètement faux. Ça sera dramatiquement faux et en plus, vous risquez de faire la même erreur pour les intégrales généralisées l'année prochaine et on vous dira que c'est dramatiquement faux. C'est l'erreur de base du débutant. J'aime bien vous dire les erreurs à ne pas faire parce que le cerveau il fonctionne comme ça. Pour ceux qui ont suivi les séances de méthodologie début d'année avec M. Champion et moi-même, on a dû vous parler de la capacité du cerveau qu'on appelle l'inhibition cognitive. L'inhibition cognitive, on en avait parlé par le biais de la chute libre. Quand vous montrez à des gens novices deux objets de masse différentes qui tombent d'en haut de la tour de Pise et qui tombent en même temps par terre, eh bien leur cerveau il est satisfait, il est content, il sécrète des hormones du plaisir. Il est ravi de voir ça, alors que c'est quelque chose de faux. C'est quelque chose de... Non, excusez-moi, pardon, je recommence. Pardon. Si jamais vous balancez deux balles qui tombent à de masses différentes et qui tombent en même temps, le principe fondamental de la dynamique, il affirme que ça, c'est vrai. Par contre, si vous montrez ça à des novices, excusez-moi, ils ne sont pas contents du tout. Parce qu'un novice, il croit que la masse la plus lourde, c'est qui tombe la première. Donc, attention, comment on fait un physicien? Eh bien, il a été démontré par des études d'IRM, il a été démontré que le physicien, il active une zone du cerveau, qui est située à l'arrière ici, et qui en fait inhibe l'intuition fausse pour la remplacer par une réponse juste. C'est pour ça que moi, j'aime bien vous montrer les erreurs à ne pas faire, parce que vous allez faire ces erreurs-là, il faut que vous les inhibiez. Donc, il faut que vous sachiez que vous allez faire l'erreur. Si vous savez que vous allez faire l'erreur, vous allez dire à votre cerveau, attention, je vais la faire, inhibition. Ok? Moi, depuis que je sais ça, je n'enseigne pas pareil. Alors, petite démonstration extrêmement simple, on se la fait, elle prend 2 lignes. Donc, ça fait partie des démonstrations simples qu'il faut absolument savoir faire. On fait la démonstration de la proposition, pas de la contraposée, parce que dans la contraposée, il y a des négations, ce n'est pas très agréable à démontrer. Donc, prenons une série convergente et démontrons que son terme général tend vers 0. Alors, comme la série converge, eh bien, on revient à la définition, on en déduit que la suite des sommes partielles SN converge. Et alors, c'est là qu'il faut un petit peu réfléchir. Moi, ce que j'aimerais montrer, c'est que UN converge vers 0. Donc, j'aimerais exprimer UN en fonction des données. Et les seules données que j'ai, c'est SN. Donc, il faut qu'on se questionne de comment est-ce qu'on peut exprimer UN en fonction de SN. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la suite des sommes partielles d'indice N, c'est UN plus la somme des précédents. Et la somme des précédents, eh bien, c'est SN-1. D'où la relation UN égale SN moins SN-1 pour tout N appartient à N étoiles. Conclusion, puisque SN converge, elle converge vers sa somme que j'appelle grand S.
Donc, puisque Sn converge vers grand S, alors Un converge par somme de limites vers grand S moins grand S. Ben voilà, Un converge vers 0. On vient de démontrer immédiatement l'implication qu'on appelle donc l'implication de divergence grossière. Donc, c'est la contraposée qu'on va la plupart du temps utiliser pour appliquer cette proposition. Je vous donne ici quelques exemples. On a vu en début du chapitre que la somme des 1, la somme des n divergeait. Et on l'avait démontré en passant par la somme partielle. À partir de maintenant, comme vous avez le théorème de divergence grossière, vous pouvez tout de suite me dire 1 ne converge pas vers 0, donc la série de termes général 1 diverge. N ne tend pas vers 0, donc la série de termes général n diverge. Le troisième exemple, il est moins trivial, parce que on n'aurait pas pu le traiter avant. C'est pour vous montrer qu'en fait, on est en train de gagner là. Avec ce truc-là, on commence déjà à agrandir notre espace d'étude. Parce que racine de n, il est plus petit que n. Alors, on savait que la somme des n divergeait, mais on ne savait pas que la somme des racines de n divergeait. Grâce à la divergence grossière, c'est évident, puisque racine de n ne tend pas vers 0. La somme des moins 1 puissance n. Donc là, les deux derniers exemples sont des exemples effectivement qui rentrent dans le cadre de la théorie des séries divergentes, ce qu'on appelle la théorie des antilimites. Donc ici, vous trouverez des sites dans lesquels on donne une valeur à moins 1 puissance n. On dit que ça vaut 0. Mais dans notre chapitre, c'est complètement faux. Puisque moins 1 puissance n ne tend pas vers 0. Donc, au sens de notre convergence à nous, cette série diverge grossièrement. C'est grossier. Idem pour ça, puisque par croissance comparée, vous savez qu'ici, vous avez une somme géométrique. Cette somme géométrique ici, elle diverge. Même quand vous la divisez par k, elle continue de diverger. J'ai mis un moins 2 puissance k, vous pouvez mettre aussi un 2 puissance k. Toutes ces séries-là divergent grossièrement, vous n'avez rien à dire, sinon que d'appliquer la contraposée de la proposition précédente. Quand vous écrivez cette série diverge grossièrement, vous n'avez pas besoin d'invoquer de théorème. Quand on va écrire le mot grossier, on comprend que vous appliquez l'implication évidente qu'on vient de démontrer. Ce n'est pas un théorème, c'est un résultat acquis classique. Voilà. Et donc, je vous parle après de cette fameuse somme-là, voilà, complètement dingue. Cette somme-là est complètement fausse. On repère ici le développement, on repère ici le développement limité de ln de 1 moins x lorsque x vaut 3. Enfin, il faut des facteurs. Enfin, c'est moins le développement limité de ln de 1 moins x. Donc, écrire cette égalité-là, ça, vous ne l'écrivez pas. La remarque numéro 3, c'est une remarque culturelle. C'est pour vous. Cette écriture-là est complètement fausse. Ce qu'on appelle un prolongement analytique, mais c'est complètement faux d'écrire ça. En fait, il s'avère que si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, vous trouverez qu'en physique, en fait, en particulier, il y a des situations où en fait, ces sommes-là ont un sens. Et c'est ça qui est assez génial en maths, c'est qu'en fait, quand vous écrivez des choses absurdes, si vous arrivez à lui leur donner un sens théorique dans une autre théorie axiomatique ou avec d'autres objets en prenant en compte, eh bien, finalement, il s'avère que parfois les physiciens se disent eh ben, cet objet-là, même si dans le cadre de cette théorie-là, il a un sens et moi, je vais m'en servir. Voilà. Mais pour la norme qu'on utilise nous, tout ça est complètement faux. Alors, regardons un exemple numéro 10 qui va vous conforter dans l'idée que l'implication réciproque est fausse. Donc, mettez ça aussi en rouge sur votre chapitre par compétence. C'est hyper important. C'est l'erreur classique. Si UN tend vers 0, on ne peut pas conclure sur le comportement de la série de termes général UN. Elle peut converger, elle peut diverger, elle peut faire n'importe quoi. Donc, en fait, l'implication est fausse dans le cas général. Parfois, elle est vraie, parfois, elle est fausse, donc elle est fausse. En maths, dès qu'on a un contre-exemple, ça veut dire que l'implication générale est considérée comme fausse. Donc, il se peut que UN tende vers 0, mais que la série diverge. Traitez l'exemple numéro 10 et vous allez comprendre. Nature et somme de la série de termes générales, ln de 1 plus 1 sur n. Donc, en remplaçant k par 1 ici, puisque pour k égale 0, tout ça n'a pas de sens,
on repère un exercice extrêmement classique en mettant le même dénominateur dans le logarithme népérien. On obtient une somme télescopique. Et son résultat, évidemment, cette suite-là diverge vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Autrement dit, regardons ce qu'on vient de démontrer. On vient de démontrer que la série de termes générale un diverge. Et pourtant, regardez un, quand n tend vers plus l'infini, il tend vers 0. Donc là, vous avez un exemple non trivial d'une suite qui tend vers 0, dont la série diverge. Donc l'implication est fausse dans le cas général. D'accord pour tout le monde? Ça peut aller à l'encontre du bon sens si on n'a pas, tant qu'on n'a pas trop de notions sur les séries numériques. Ok? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai écrit, c'est ça. Je vous ai écrit la chose suivante. Une remarque intuitive, mais que peut-être si vous l'avez bien dans la tête, ça va vous aider à ne pas faire cette erreur-là. Tendre vers 0, ça ne suffit pas. Il faut converger vers 0 suffisamment vite pour que la série converge. Et je vais en profiter pour vous montrer, alors j'aurais pu le faire sur Python, mais je vais le faire sur Desmos. On va regarder ensemble. On va prendre une famille de séries usuelles qu'on appelle les séries de Riemann, et on va voir en fait à quelles conditions elles peuvent converger vers une valeur finie. Alors, voilà ce que je propose de regarder. Ici, je suis en train de représenter graphiquement la somme de n égale 1 à x de 1 sur n carré. Alors Desmos, quand vous voyez, il met x ici, en fait, il prend la partie entière de x. C'est pour ça qu'ici, vous avez un escalier par morceau, une fonction en escalier. Donc, ce qui se passe, c'est que il faut comprendre que pour n égale 1, la valeur de cette somme, c'est 1. Pour n égale 2, alors en fait, regardez ce qu'il fait, regardons bien ce qu'il fait. En fait, il met des petits escaliers qui sont centrés sur l'entier. En fait, il ne prend pas vraiment la partie entière. Hein. Vous voyez, pour n égale 2, par exemple, il prend 1 plus 1 demi, 3 demi. Ça fait 3 demi, là, c'est bon. Il l'a centré en 2. En fait, il vous fait des petits escaliers centrés sur les entiers. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la somme des 1 sur n carré, alors évidemment, vous avez vu, j'ai pris une suite qui tend vers 0. Parce que si elle tend pas vers 0, il y a une divergence grossière. Donc, je ne le tente même pas. Mais maintenant, j'aimerais voir parmi toutes les suites qui tendent vers 0, celles dont les séries convergent et celles dont les séries divergent. Alors, celle-là, on l'appelle zeta2. C'est une somme extrêmement classique qui a été analysée depuis très longtemps par les Grecs. C'est la somme des entiers, les inverses au carré. Donc, en fait, 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 16e. Eh bien, cette suite, elle va très très vite vers 0. La suite 1 sur n carré va très vite vers 0. Eh bien, regardez, conjecture, il semble, regardez, qu'il y a une convergence de la série. Puisque ce que je suis en train de représenter, c'est les sommes partielles. Vous voyez que quand x tend vers plus infini, ça correspond à regarder la limite de Sn lorsque n tend vers plus infini. Et regardez, il semble qu'on obtienne une limite qui vaille environ, regardez, 0,8. OK? Non, pardon, pas 0,8, 1,6. 1,6. OK, bon. Si maintenant je prends 1 sur n cube, bon, 1 sur n cube, elle va encore plus vite vers 0 que 1 sur n carré. Parce qu'elle est négligeable devant 1 sur n carré, en plus infini. Donc, ce n'est pas surprenant de voir que la série semble converger vers une valeur qui semble être ici 1,2. Bon, vous avez compris que quand je prends des puissances 1 sur n puissance strictement plus grand que 2 ou plus grand, je vais avoir il semble que je puisse conjecturer la convergence de la série de termes général 1 sur n puissance alpha avec alpha supérieur ou égal à 2. Maintenant, on va regarder, on va faire diminuer alpha. Parce que plus alpha il est petit, moins la suite 1 sur n puissance alpha va vite vers 0. Vous me suivez, hein? Plus l'exposant alpha est grand, plus 1 sur n puissance alpha, ça pulse vers 0. Essayons avec 1,5. Alors regardez, donc ici, je regarde. Et alors là, je peux moins conclure. Parce que regardez, ça ressemble presque à un logarithme népérien. Je ne suis pas trop sûr. Vous voyez que ça converge ça. Il ne faut pas se faire abuser. Hein. On n'est pas sûr qu'il y ait une asymptote horizontale. Alors là, on commence à arriver sur des cas qui commencent à être un petit peu délicats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop conclure graphiquement. Et donc, il va falloir faire une démonstration générale pour essayer de voir ce qui se passe dans le cas général lorsque alpha vaut 1,5.
Maintenant, on va essayer avec 1. Donc ça s'appelle la série harmonique. La série harmonique, je ne sais pas si vous en souvenez, on en a un petit peu parlé à la précédente séance. On avait parlé avec RIM. On avait conjecturé que cette suite-là, elle ne convergeait pas. Elle ressemblait beaucoup au logarithme népérien. On va démontrer ça à la prochaine séance. Si je représente le logarithme népérien, eh bien, regardez, il y a des comportements similaires entre la suite la série des 1 sur n et le logarithme népérien. Il semble qu'il y ait un écart constant qui se produise entre ces deux courbes. Et comme le logarithme diverge, vous le savez très lentement, hein, mais diverge vers plus infini en plus infini, ça laisserait entendre que la série des 1 sur n, eh bien, elle diverge. Eh bien, on va le démontrer. Et pour le démontrer, on va avoir besoin de la théorie des intégrales de Riemann. Et c'est pour ça que ces sommes-là, la série, les sommes des 1 sur n puissance alpha, s'appellent des sommes de Riemann, des séries de Riemann, excusez-moi, des séries de Riemann. Il faut faire attention parce que ce n'est pas exactement comme les sommes de Riemann. On n'aura pas besoin des sommes de Riemann dans ce chapitre. On va définir les séries de Riemann. Eh bien, ce sont les séries que je suis en train de vous présenter là. Et il s'avère que lorsque la puissance du n sera strictement plus grande que 1, vous aurez une convergence de la série. Et si jamais votre puissance alpha elle est inférieure ou égale à 1, vous allez avoir une divergence. Donc pour ce faire, c'est la suite du cours, hein, c'est exactement ce qui suit. C'est la suite du cours par compétence. Ce que j'aimerais que vous fassiez pour le prochain cours, c'est que vous lisiez la démonstration que j'ai faite parce que vous ne pouvez pas l'inventer, hein, de ce théorème-là, qui dit donc que la série des 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si le alpha est strictement plus grand que 1. Vous allez la lire, vous allez la comprendre, vous allez me poser des questions, et puis à la prochaine séance jeudi, ce que j'aimerais, c'est Alors, je vous conseille de l'écrire. Écrivez-la vraiment en comprenant ce que vous écrivez, parce que ça, c'est le genre de questions qu'on met au programme de colle. C'est dommage qu'on n'ait pas de colle actuellement, parce que ça, c'est un truc qu'il faut absolument savoir faire. C'est une démonstration centrale du chapitre sur les séries. Elle est un petit peu longue, mais très intéressante. Donc, prenez la presque communication de colle, vous la recopiez comme une fiche de colle, vous la comprenez, et jeudi, eh bien, je vous réponds à toutes vos questions.